tu essaies de compenser ta tristesse, ton malheur par c'est quoi les moyens que tu connais qui va t'aider à atténuer comment tu te sens. Moi, c'était l'alcool. J'ai jamais été capable de prendre une bière. Moi, je suis le genre de gars qui va dans un bar à me rendre malade sur le trottoir. Fait que je te dirais que c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais un problème, mais que ça n'a pas fait changer mon comportement. J'ai tout le temps été quelqu'un de stressé dans la vie quand j'avais des enfants, où là, la réalité de OK, si ça va pas bien au travail ou peu importe, ben je peux perdre ma job. Si je perds ma job, comment ça va? Puis j'ai commencé à faire de l'anxiété. J'ai été diagnostiqué avec un trouble d'anxiété généralisé. Fait que tout ce qui se passait dans ma vie, j'étais pas capable de voir rationnellement qu'est-ce qui pouvait probablement arriver. Je voyais juste le pire. Je vais me baigner à l'océan, c'est sûr que s'il y a un requin en dedans de 20 km, il va venir me manger. Au travers de ça, je commençais à être quand même malheureux dans l'emploi que j'occupais à ce moment-là, mais j'étais tellement dans le sentiment de si j'en donne pas plus au travail, je vais perdre ma job. Si je perds ma job, la famille va écoper. Fait que j'ai comme créé les conditions qui ont mené à ma séparation. J'ai été habitué à pas me plaindre, ou du moins pas vraiment me plaindre. Moi, la dépression, je croyais pas à ça. Tu sais, là, j'étais un alcoolique qui se l'avouait pas, qui avait les moyens de sa dépendance. J'étais pas capable d'aller dormir le soir sans m'assommer avec l'alcool. J'achetais volontairement des petites bouteilles de rhum, tu sais, des petits formats, parce que si j'en prenais une grande, je la finissais. T'sais, même à ma psychologue, j'avais caché comment je compensais, tu sais. Parce que si j'avais eu le malheur, disons, d'essayer de la coke et d'avoir aimé ça, je serais probablement plus là aujourd'hui. La personnalité du dépendant, c'est que même si t'enlèves ta drogue de choix qui est l'alcool, tu vas remplacer par d'autres choses. Quand je prenais la même sortie pour rentrer chez moi tous les soirs, à un moment donné, je commençais à dire OK, je sens que j'ai besoin d'un break. Comment je peux justifier de prendre une pause sans paraître faible? Puis j'ai commencé à avoir un poteau, un lampadaire qui était dans la sortie, puis je dis ça serait-tu possible de smasher mon auto? Plusieurs soirs, je prenais la sortie, puis je dis OK, c'est à soir, tu sais. Je regardais ma vitesse, 52 km/h, puis une journée, j'ai juste éclaté. Là. Salut Daniel! Salut Cathy! Merci d'avoir accepté mon invitation. En fait, pour participer à ce podcast-là, on a été quand même mis en contact. Nous ne sommes pas des amis. Non, effectivement. En tout cas, j'espère que oui, là, maintenant. Après ça, probablement. Après ça. Mais à la base, on n'est pas des amis. On ne se connaissait pas. Puis c'est des amis communs à nous qui nous ont mis en contact. Et il s'avère que tu avec le fil des années, tu as développé la maladie de l'alcoolisme. Donc, tu as accepté, et je t'en remercie, d'être mon invité aujourd'hui pour en parler. Donc, toi, présentement, tu es courtier hypothécaire de carrière. Exactement. Tu es en relation de couple depuis quand même plusieurs années. On pourra reparler de ton parcours amoureux aussi, parce que l'alcoolisme a influencé aussi cette relation-là. Et tu es papa de 2 enfants. Exact. Est-ce que ces enfants-là ont connu le papa avec des problèmes de consommation ou pas? Oui. Est-ce qu'il en était nécessairement conscient? Probablement pas au sens d'aujourd'hui. Tu sais, mon garçon a 13 ans, ma fille a 11 ans, fait qu'ils sont plus capables de mettre des mots là-dessus. Je pense qu'ils disaient « Ah, papa, tu prenais beaucoup de bière », mais tu sais, de là à eux faire le lien de « Mon père est alcoolique », je pense pas. Pas de façon consciente exact. Et concrète comme ça. Exact. Je comprends. Après ça, on pourra regarder, voir justement, on se disait ça un petit peu avant l'entrevue, à savoir s'il n'y aurait pas des petites similitudes comportementales que le papa, mettons, qui commencerait à se développer. Et parlant d'enfants, si on retourne dans le début de ta vie, donc à ton enfance à toi, parce que souvent on dit que la maladie commence à partir de l'enfance, souvent par rapport à des carences ou des choses comme ça. Comment tu décrirais le petit Daniel, dans le fond, dans son environnement familial, dans son entourage? De quelle façon tu t'es développé à la petite enfance? Toi, ça avait l'air de quoi? Ben, tu sais, pour te mettre en contexte, moi, mes parents, quand ma mère est tombée enceinte, ma mère, elle fait peur d'enfant. Elle avait une maladie congénitale, je me trompe pas, c'était les trompes de Fallope bloquées, puis elle s'est fait dire toute sa vie, tu n'auras jamais d'enfant. Fait que fréquentait mon père, tombée enceinte. Ça a pris quelques mois avant qu'elle accepte ou qu'elle se dise réellement je suis enceinte, parce que toute sa vie, elle s'est fait dire non. Mes parents n'étaient pas en couple comme tel quand elle est tombée enceinte. Ma mère a toujours dit, puis elle dit un peu à la blague aujourd'hui, moi, tout ce que je veux pour mon enfant, c'est qu'il y ait un père dans sa vie. Puis l'époque a fait en sorte que mes parents sont devenus un couple, sont venus ensemble.
Fait que j'ai tout le temps été très choyé quand j'étais de mémoire jeune. Tu sais, j'ai été un enfant malade, j'ai eu des problèmes de santé, fait que j'ai eu beaucoup d'attention. Mais mes parents étaient quand même beaucoup plus âgés. J'ai une sœur qui est plus une dizaine d'années de plus que moi, une demi-sœur, pardon. J'ai un demi-frère qui est beaucoup plus âgé aussi. Donc, quand je suis né, mon père avait 40, ma mère avait 38. Donc, j'ai pas nécessairement eu ce que, du moins peut-être dans ma jeunesse, mais un petit peu plus vieux, là, 5-6 ans, j'ai pas eu des parents qui allaient nécessairement lancer la balle avec moi ou quoi que ce soit. J'ai jamais rien manqué de rien. Mais tu sais, j'ai pas eu je me rappelle pas avoir entendu dire hey, je t'aime mon grand ou peu importe. C'était pas nécessairement culturel, je pense. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'était pas nécessairement présent. Il y avait d'autres façons que mes parents verbalisaient qu'ils m'aimaient, mais pas textuellement. Puis je pense que ça a clashé un peu, si tu me permets l'expression, avec ce que peut-être mes amis, ce que je voyais au sein de mes amis. Fait que je te dirais que autant j'ai eu de l'attention à cause de mon état de santé, puis que aujourd'hui, j'ai la maturité de comprendre que mes parents m'aimaient puis m'ont toujours aimé. Sauf que dans une tête d'un enfant de 5 ans, 6 ans, peut-être qu'il y a des choses que tu recherches que tu n'as pas, puis que là, après ça, ben, tu vas développer un comportement, puis que ça m'a pris 20 ans et plus comprendre, de vouloir faire plaisir pour après ça aller chercher le « Ah, mais on est fiers de toi » ou « Je t'aime aller chercher la reconnaissance de ». Au fil des années. Là. Je te dirais que j'ai beaucoup grandi dans cet environnement-là. Avec mon frère et ma sœur, c'était pas nécessairement facile non plus. Demi-frère, demi-sœur, parce que ça peut créer des contextes de dynamique de famille pas faciles. Surtout, on n'avait pas la même mère, on n'avait pas la même âge. J'étais pas tout le temps avec eux non plus. Fait que ça allait amener des situations un peu compliquées, mais c'est ça. Puis au niveau des carences, là, tu sais, comme le fait d'être malade, tu sais, moi-même, j'ai été un enfant malade à l'hôpital et tout ça. Puis moi, ça a beaucoup créé, par exemple, un vide, une blessure d'abandon et tout ça. Puis oui, l'attention, je l'avais de cette façon-là. Est-ce que toi, ce contexte-là d'un enfant malade et tout ça, ça t'a amené une certaine carence, un certain... Oui, je te dirais dans le sens où, quand j'étais jeune, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire et que j'ai pas pu faire. Tu sais, moi, j'étais opéré à cœur ouvert à 3 ans et demi, fait que quand tous mes amis allaient jouer au hockey, moi, je pouvais pas jouer au hockey, je pouvais pas jouer des sports qui étaient excessivement demandants quand j'étais jeune parce que c'était quand même un contexte un petit peu difficile, fait que j'ai pas tant fait partie de tout l'environnement sportif de ma petite gang du temps, fait qu'il y a beaucoup d'activités que je pouvais pas vraiment faire, fait que j'ai tenu à cœur, fait que tu finis par être un peu plus indépendant puis faire un peu plus tes choses de par toi-même, fait que c'est sûr que tu ne bâtis pas nécessairement les mêmes liens avec les autres enfants que toute la jeunesse qui va être dans des équipes de baseball ou des équipes de... Tu sais, j'ai fait des sports plus individuels. J'ai fait un peu de tennis, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait du golf, mais rien qui était vraiment collectif. Fait que je te dirais que ça renforcit un peu le fait que, du moins pour moi, que quand tu commences à tisser des liens, tu veux tellement plaire parce que tu veux pas perdre ces quelques relations-là que tu as, que des fois, tu en fais trop ou des fois, tu te dénaturises un peu parce que tu veux ça, tu sais. Puis, dû au fait, justement, que il y a plein de choses que je ne peux pas faire, mais tu sais, j'ai été très gâté matériellement quand j'étais jeune. Ouais. Puis, tu sais, j'étais un des premiers à avoir Nintendo. J'ai été un des premiers à avoir des Sega. Oh mon Dieu, on a la même enfance. Tu sais, j'allais... Atari. On allait en voyage... mes parents ils achetaient des jouets, toute l'équipe, parce qu'ils ne voulaient pas que je manque de rien. Je n'avais pas nécessairement de frères et de sœurs de mon âge. Fait que j'ai été beaucoup gâté de ce sens-là, qui était, je pense, aujourd'hui, je comprends le pourquoi, mais qui n'était peut-être pas nécessairement ce que j'aurais eu de besoin à ce moment-là, mais j'en veux pas à personne. Non, puis tu sais, comme je disais, c'est pas l'idée, c'est pas de pointer du doigt quelqu'un. C'est plus, moi, ce que j'ai envie que les gens entendent, c'est comment tu t'es senti. Parce que la maladie se développe à partir d'une blessure d'abandon, rejet, tout ça. Fait que c'est le sentiment aussi, peut-être, de... Je me suis senti quand même assez seul, je te dirais, tu sais, dans le sens où quand tu vois tout le monde s'amuser, parce que ce soit, mettons, un tournoi de baseball ou tout le monde s'en va en tournoi de hockey en fin de semaine, puis toi, ben, tu y vas pas parce que tu peux pas, puis tu n'en as jamais fait, puis même quand j'ai eu le hockey de le faire étant plus vieux, mais là, t'es trop tard, c'était pas dans la passion comme pas été développée, fait que j'ai souvent fait beaucoup
d'activités par moi-même jeune. Oui, j'avais des amis, mais c'était moins, disons, fusionnel que probablement certaines personnes étaient. Fait que tu n'as pas connu l'appartenance pas tant. d'un groupe de chums. Là, exactement. J'étais très proche d'un de mes cousins, mais qui était quand même plus vieux. Fait que quand tu as 5 ans, 10 ans, c'est pas pire, mais quand tu arrives à 8 puis l'autre, il y a 13, ben là, il y a comme un fossé. Ça clash. Il y a comme un gros clash, tu sais. Puis je disais, est-ce qu'on fait telle affaire? Ben non, tu sais. Puis c'est tout à fait normal, mais ça crée comme un manque comme tel, tu sais. Puis on avait un chalet, puis souvent, mes parents me disaient, OK, mais amène un ami, mais tu vas amener un ami, mais des fois, les amis, ils peuvent pas. Puis là, tu t'en vas au chalet parce que tes parents peuvent pas te laisser tout seul, puis tu te retrouves quand même à être tout seul, tu sais. Fait que c'est sûr que ça crée un manque, puis un besoin d'être entouré de gens, puis d'être accepté. Puis Est-ce que ça t'a amené à être un enfant triste? Sincèrement, là, je parle pas qu'un enfant qui pleure tout le temps. Là, je parle d'une tristesse à l'intérieur de toi, le fait d'être seul. Je pense que je pense que si je me levais, mettons, le samedi matin, puis je regardais Goldorak à la télé, j'étais bien content. Mais tu sais, comme quand je mettais en contexte, je reparlais avec mes amis à l'école, puis eux, ils ont fait plein d'affaires avec leur gang de sport, puis tout, tu sais, je comparais beaucoup, puis tu sais, c'est comme, oui, tu sais, je te dirais que j'avais quand même une certaine tristesse, puis ça l'a beaucoup amené je me suis beaucoup comparé pas mal toute ma vie. Puis ça a probablement commencé dans ces ans-là parce que j'étais tout le temps, OK, mais pourquoi eux ont ça, moi je l'ai pas? Pourquoi moi je suis malade puis tout le monde va bien? Tu sais? Puis de là à tout le temps essayer de trouver une façon d'en avoir plus parce que je manquais d'autres choses. Tu sais? Je comprends. Donc déjà, on voit que ça pourrait développer sur le côté justement de vouloir... Exact. OK. Ton milieu familial dysfonctionnel, parents problématiques de consommation? Ben, ou famille ou entourage? Je te dirais, les deux familles du côté de mes deux parents ont le coude qui lève bien. Tu sais, je pense que l'alcool dans les deux familles était quand même assez banalisé. OK? J'ai une cousine qui est décédée d'une overdose il y a quand même plusieurs années. J'ai pas vraiment de souvenir de souper de famille qui n'a pas beaucoup d'alcool. Okay. J'ai tout le temps vu les adultes dans la famille des deux côtés consommer de l'alcool. Tout le temps. Okay. Fait que, ça a fait partie, je te dirais, en grandissant, pour moi, c'était juste normal. Oui, ça fait partie exactement. du quotidien. C'est l'heure du souper, ben, tu prends une bouteille de vin, puis t'en prends une deuxième. C'était... puis après ça, la famille à mon père vient du Saguenay, puis le jour Saguenay... Il y a une petite influence. Là. Exactement, puis du côté de ma mère, on est irlandais, fait que c'est un peu des deux côtés, puis c'était tout le temps... Il y avait rien de grave. C'était correct, c'est comme ça, puis on se voit en famille, puis quelqu'un amène une caisse de bière, d'autres personnes amènent des vigniers, dans le temps des vigniers, puis des bouteilles de vin, puis ça a tout le temps été de mémoire, là, du moins c'est le souvenir que j'en garde, des soupers bien arrosés. Pas nécessairement des gens déplacés, là, mais ça a tout le temps fait partie des habitudes familiales c'est correct, on prend, puis quand on finit de travailler, on prend une bière, puis c'est comme... Tu prends un verre d'eau. C'est vraiment le même principe. Puis, je me rappelle j'ai des souvenirs vraiment flagrants des soupers de Noël chez nous. J'ai un oncle qui est couché sur le divan, puis là, maintenant, je suis capable de le verbaliser, mais, vraiment parti d'un vape avec sa bouteille de bière dans les mains, puis il était 8h30 le soir, là, puis... les cousins et les cousines, on faisait des blagues avec ça parce qu'on trouvait ça donc comique. Mais il n'y a jamais personne qui a fait Aujourd'hui, tu fais le lien clair. Exactement. Aujourd'hui, je fais le lien très clair, mais il n'y a jamais personne qui a fait de lien comme OK, mais peut-être c'est pas le comportement qu'on devrait avoir. C'était comme ça, puis ça fait partie de la vie. Fait que j'ai vraiment grandi dans un environnement où c'est correct de boire. Puis tout le monde était quand même assez portant, là, du moins la grosse majorité de la famille. OK. Puis, tu sais, quand tu dis tantôt, tu sais, justement, qu'il y a quelque chose de normalisé là-dedans, bon, ben le fait que tout le monde a le coude qui lève, mettons, puis que toi, tu observes ça comme enfant, comment aussi, parce que quand on parle que la maladie se développe à l'enfance, tu sais, toi, là, comment tu observes ta famille
en relation avec des émotions, parce que si il n'y a pas beaucoup de je t'aime ou il n'y en a pas du tout verbalement, il y a le coude qui lève. Ouais. Les émotions, ça existe-tu dans la famille ou c'est ravalé? Je pense qu'il y a beaucoup qui est ravalé. Il y a beaucoup de bon, regarde, on va avaler la pilule, puis à un moment donné, ça pète. Ou, je pense qu'on est quand même, je m'inclus là-dedans totalement, assez impulsif dans la famille. Il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y a de demi-mesure. Il y a bien des tout ou rien. Exactement. Okay. Puis, je pense qu'on n'est pas nécessairement à l'aise avec nos émotions, du moins à les verbaliser ou les exprimer. J'ai pas vu mes parents pleurer bien souvent, ni de la famille proche. Oui, dans des événements peut-être bien spécifiques, mais je ne les ai pas vus être très proches de nos émotions. Puis, en vieillissant, j'ai fait un peu le lien que l'alcool aide à gérer tes émotions. Ben, aide à mieux vivre avec tes émotions. À les geler, pas les gérer. Exactement. C'est le meilleur choix de mots. Fait que, quand j'ai commencé à apprendre, c'est un peu ce que je me suis rendu compte, que tu peux cacher un mal-être, puis comme être plus comme... avoir du moins l'impression d'être plus décontracté puis plus heureux, alors que c'est vraiment pas le cas. Oui, exactement. Toi, dans le fond, après, ça a été quoi tes premiers contacts avec l'alcool? Outre ma famille? Ben oui, parce qu'effectivement, là, tu observes ta famille, mais après ça, je commence à voir tes chums de gars, j'imagine. Avant ça, je devais avoir 11-12 ans. Oh, c'était peut-être. Puis tu sais, sûrement que c'est arrivé une fois, une petite gorgée, parce que ah ouais, vas-y mon homme, puis tu sais, tous les ongles sont là. Mais la première fois que je sais que j'étais quand même pacté, c'était un soir de Noël ou de 24-25 décembre. Dans la famille à ma mère, où je suis descendu en bas, puis mon cousin est descendu de la vodka, puis il était un peu plus vieux, puis on a pris quelques shots. Je dis 11-12, peut-être j'avais 13, là. Puis je me rappelle, ma grand-mère était descendue en bas, puis elle comprenait pas, elle pensait, elle, dans sa tête, c'était impossible, tu sais, puis nous, on était comme... Quand même, on riait pas mal, puis après ça, on a fini par remonter en haut, puis les gens se sont rendus compte qu'on avait bu, puis de mémoire, c'était comme bien drôle. Puis, en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment drôle dans le temps. Ça, c'était comme le premier moment où je disais, OK, j'ai bu comme significativement, puis que c'est... Tu sens... Je me rappelle pas avoir eu de lendemain de veille, mais tu sais, je me sentais comme bien dans le moment parce que tout le monde riait, tu sais. Oui. Fait que... associer cette exactement. affaire-là. Fait que c'était drôle, fait que j'ai associé ça à... OK, mais tu sais, ça peut être un climat le fun. Ça peut créer une atmosphère où tout le monde est plus décontracté, puis tout le monde rit. Puis je te dirais que ça a commencé un peu comme ça. Puis après ça... Mais excuse-moi de te couper, mais t'as-tu eu un coup de foudre pour cet effet-là? Un coup de cœur, un coup de foudre, peu importe, là, tu peux l'appeler comme tu... Tu sais, y a-tu eu un déclic de l'effet? Probablement parce que j'ai pas de souvenir désagréable de cette soirée-là. OK. Tu sais, j'ai pas de souvenir de c'était pas cool. Tu sais, je pense que on va sûrement en parler un peu plus tard, mais je suis quelqu'un qui est beaucoup anxieux dans mes émotions puis au quotidien. Puis je pense que c'était un peu un moment de libération de dire, hey, je suis pas stressé. Tu sais, même à 11 ans, 12 ans, tu sais, j'avais quand même un certain niveau de stress dans mon quotidien. Puis je pense que c'est probablement le premier contact que j'ai eu avec comment masquer ça. Mm-hmm. Puis je pense que ça, c'est l'impression qui m'est restée là, au fil du temps. Là. Donc, premier contact, l'automédication, mettons, exact. d'état, là, en absolument. dedans, là. OK, absolument. Je comprends. Fait qu'après ça, comme, tu t'en allais continuer. Ouais. Je t'ai bien coupé ça. Il n'y a pas de problème. Ben, tu sais, après ça, tu tombes dans l'adolescence, puis après ça, les premiers parties de gang, tu sais, je me rappelle, j'avais fait un party de Super Bowl peut-être, où avec des gens, on regardait ça, puis les premiers parties où les parents restent en haut, puis les enfants sont en bas, puis t'as pas vraiment le droit d'avoir de l'alcool, mais il y en a pareil, puis c'était comme accepté, tu sais, puis c'était pas juste chez nous, c'était dans beaucoup de familles, puis je me rappelle, un de mes bons amis pris un verre de trop, knocké vraiment solide, on l'a mis dans la douche, là, on a essayé de le rincer pour le réveiller, sa mère est venue le chercher. Fait que même ce type de moment-là m'ont pas levé de comment je pourrais dire, de cloche d'alarme de hey, peut-être que il y a quelque chose de pas bien avec ce type de consommation-là, parce que tu tombes dans l'âge où
Ben là, les amis commencent à en boire, tu sais, fait que tu veux Mm-hmm. être accepté. Fait que tu veux faire partie de la gang, tu veux être comme les autres. Fait que toi aussi, t'en prends. Puis, hey, quand j'en prends, je suis moins stiff. Ouais. Je suis plus relax. Je suis plus... du moins, tu penses être plus drôle. Fait que là, OK, ben tu sais, ça commence à... Puis, faut pas oublier que t'as l'image aussi de c'est normal de boire de l'alcool. Tout à fait. Parce ouais. que tout le monde alentour, tu te sens pas mal. Tu fais pas exprès d'en prendre à tous les jours non plus. Mais je te dirais que ça a comme commencé comme ça au fil de quelques parties, puis... As-tu l'impression que le fait, tu dis, d'être moins stiff, Mhm. d'être drôle et Ouais. tout ça, as-tu l'impression que ça crée une certaine illusion de réparation du petit gars seul, pas d'amis? Ben, je pense que oui, parce que quand tu crées ces moments-là, mais inconsciemment, t'as l'impression de faire partie du groupe, t'as l'impression d'être plus accepté, puis là, d'être un peu plus le centre de l'attention, puis d'aller chercher ce que, dans ma tête, j'ai probablement manqué comme étant plus jeune, tu sais. Puis, quand tu regardes avec un peu de recul, c'est que tout le monde est dans un état un peu second. Quand t'es jeune, puis tu commences à boire, ça fait plus d'effet que quand t'es un adulte, fait que tout le monde est plus relax, tout le monde est plus loose, puis c'est sûr que quand tu as manqué d'un peu de climat, de gang et tout étant jeune, c'est quelque chose qui vient comme directement, comment je pourrais dire, mettre un baume là-dessus ou te faire du bien ou dans tes vieilles blessures peut-être. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parle d'une illusion de réparation. C'est qu'on a l'impression que ça vient, ça, j'aime ça parce que ça vient Absolument. remplir quelque chose qui n'a pas été rempli. Absolument. Tu sais, le sentiment d'acceptation puis d'être apprécié, d'être aimé par tout le monde parce que tu sais, tout le monde a du fun ensemble, exact. Toute la kit, c'est sûr que ça vient jouer là-dedans. C'est vraiment l'appartenance, exact. Le sentiment d'être comme les autres, avec les autres. Exactement. D'être accepté. Fait que là, tu es au mi-secondaire, toi? Ouais, 15 ans peut-être, là, quand les parties commençaient. OK. Fait qu'autour de 13, première grosse affaire. Ouais. Après ça, tu sais, autour de 15, là, tu me parles de ça. Oui. À l'intérieur de ce... Tu sais, mettons, en tout cas, si ma mémoire est bonne, à 16 ans, c'est fini le secondaire, à peu près? Dans ce coin-là. Fait avant ton bal, parce que ça, je veux que tu me parles du bal, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez grave et important, ce qui s'est passé. À l'intérieur de ce secondaire-là, avant le bal, ta conso, elle a l'air de quoi? Parce que là, on parle de tes premiers moments avec l'alcool, mais c'est quoi qui se passe dans ta relation à l'alcool à l'intérieur de ça? De mémoire, là, dans cette période-là, je consommais pas vraiment d'alcool. Okay. Sporadiquement, peut-être je prenais une gorgée à l'insu de mes parents, mais jamais... T'sais, à part peut-être de temps en temps, hey, tu veux-tu une petite gorgée, mais j'ai jamais été encouragé à en prendre. Là. Okay. Puis j'en ai sûrement pris en cachette à quelques reprises, comme beaucoup d'ados, mais c'était pas... J'ai pas de mémoire de... j'en prenais régulièrement. Là. J'en prenais sporadiquement, de temps à autre, peut-être, devant mes parents ou non. Là. C'est probablement arrivé dans les deux cas, mais j'avais pas... Du moins, j'avais pas de problème, je pense, de consommation récurrente. C'était pas développé nécessairement. Non, exactement. Je pense que c'est en développement parce que quand t'en prends, ça revient, veut pas travailler. Puis même quand c'est, mettons, des soupers de famille, puis tu commences à prendre ta première bière, mettons, ben, toi, tu fais partie de la gang. Puis, tu sais, étant comme vraiment le plus jeune de ma famille, avec les cousins et cousines plus vieux, mon frère, ma soeur plus vieux, tu sais, t'es tout le temps un peu un peu le petit dans ton coin, tu sais, à pas vraiment fitter dans les conversations. Tu prends une bière, tu prends un petit verre, puis tu fais partie de la conversation avec tout le monde, mais c'était pas... je pense pas que je m'en servais comme mécanisme pour geler mes émotions. Pas encore à ce moment-là. Mais tantôt, tu parlais de ta personnalité un peu, je me souviens pas si tu as utilisé ce mot-là, mais excessive. Là, moi, je t'avais dit tout ou rien, mais je me souviens plus les termes que tu avais utilisés, mais est-ce que est-ce que tu fuyais dans d'autres choses? Tu sais, tu parlais tantôt à la télévision, Atari, whatever. Moi, j'ai dit Atari. Tu sais, non, mais Atari, j'ai joué à Atari aussi. Je peux même t'en sortir une couple d'autres. Je les ai toutes eues, fait qu'on pourrait Turbo Graphics 16. Oui. Comment t'as eu ça? Le petit jeu avec le bébé. On est vieux, hein, quand même. Je vais parler pour moi. Oui, j'ai dit je suis pas fine. Non, c'est correct. Fait que, est-ce que tu avais des comportements de fuite, tu sais, comme... le fait que tu sois un excessif, est-ce que tu avais déjà
ce comportement-là dans des excès X? Pas tant. Tu sais, j'embarquais... Quand j'embarquais dans quelque chose, j'embarquais all-in. OK. Tu sais, si on jouait à cachette, écoute, on a déjà joué à cachette sur la rue, puis j'étais plus jeune que l'adolescence, mais tellement je voulais pas perdre, puis tellement j'étais dedans, je suis resté vraiment trop longtemps alors que j'ai dû rentrer à la maison aller à la toilette. Non, mais aller à la toilette ou peu importe. Fait que je suis resté caché dans mon coin, puis ça m'a marqué. J'étais vraiment comme intense parce que là, on était dedans, puis ça allait bien, puis j'étais bon, puis je me sentais comme valorisé du fait que personne ne me trouvait. Fait que je suis resté vraiment... Fait que j'ai tout le temps été un peu intense dans mes comportements, mais je pense pas qu'à ce moment-là, dans mon relation, j'étais nécessairement dans le je vais fuir quelque chose consciemment ou non. Tu sais, je pense que c'était plus pour faire partie de la gang, un groupe. Pas de recherche de high, des trucs de même. Non. Pas les filles non plus. Non, j'ai eu ma première blonde fréquentation, c'était à 18 ans. Fait que j'étais pas dans le... C'était pas encore quelque chose que je recherchais, probablement parce que à ce moment-là, je me sentais peut-être pas assez hot ou pas assez bon. Puis, tu sais, c'était pas... peur du rejet, probablement. Tu sais, peur de commencer à trouver une fille de ton goût, puis tu vas essayer de l'aborder, puis non, ça m'intéresse pas. Puis, j'avais probablement peur de ça, définitivement. T'étais pas tant nécessairement bien avec toi-même au niveau de l'estime ou quoi que ce soit quand t'étais au secondaire? Oui, non. Tu sais, ça dépend vraiment des moments. Tu sais, moi, je fais de l'eczéma, fait que je n'ai souvent la peau sèche. Fait que je me suis souvent fait traiter de non par rapport à ça. Tu sais, j'avais pas vraiment... j'avais pas vraiment de blonde. J'avais pas de blonde à ce moment-là. J'étais pas comme dans la gang nécessairement des populaires. Des populaires. Fait qu'après ça, les gens poussent des cracks. Hey, t'es gay ou peu importe. Puis, tu sais, ça fait quand même longtemps. Puis, il n'y a rien de mal, aucunement, à être gay ou non. Mais, tu sais, ça m'a amené, OK, ben, tu sais, je pogne pas avec les filles. C'est-tu parce que je suis pas attiré par les filles ou non? Fait que là, tu sais, tu te poses des questions. Puis, ben là, tant qu'à aller chercher ou tant qu'à essayer d'aborder quelqu'un puis de faire revirer de bord, mais je pense que j'aimais mieux faire mes affaires avec mes amis puis être tranquille de mon côté. Là. Ça faisait déjà 3 ans que j'essayais de perdre du poids, raffermir ma peau, faire diminuer ma cellulite, puis de faire diminuer vraiment mes problèmes de dos occasionnés par mon travail qui se trouve à être, étant donné que je suis thérapeute, toujours en position assise. Ce qui m'amène à vous parler d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville qui a complètement changé ma vie. En fait, c'est pas compliqué. Tous les résultats que je recherchais, que je viens de vous nommer, je suis déjà en train de les ressentir. Je les vois déjà, ces résultats-là. Donc, je répète, mon dos, j'ai plus du tout d'engourdissement dans le haut de mon dos. La cellulite a diminué. Le raffermissement est arrivé au niveau de mes jambes, mes cuisses, mes fesses. Je le sens déjà. Moi, au niveau d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, ce qui m'a aidé le plus, c'est que quand on entre là-bas, déjà en partant, on se sent bien. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, tu sais, on va se lancer dans le gym, le jogging, les régimes, le ci, le ça. À un moment donné, on le sait plus. Puis la société nous envoie quand même une certaine forme de pression d'être extraordinaire au niveau physique, santé et tout ça. Mais l'électrostimulation, c'est une nouvelle façon de faire qui existe depuis longtemps, mais qui est nouveau ici. C'est une session de 25 minutes, dans le fond, qui équivaut à un 4 heures de renforcement musculaire, qui se trouve, dans le fond, aussi à amener cette espèce de fermeté-là, qui amène un changement au niveau corporel, mais qui vous donne du temps dans votre horaire. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Si vous êtes un entrepreneur ou quelqu'un, même une maman à la maison avec des enfants, mère monoparentale, peu importe, quand notre horaire est chargé, souvent, c'est difficile de vouloir tout faire en même temps. On entend souvent parler de ça, la charge mentale. Bien, l'idée, dans le fond, c'est de mettre dans ton horaire un 25 minutes par semaine qui va équivaloir quand même à aider énormément à ta perte de poids, énormément à même ton énergie. Moi, j'ai ressenti énormément d'énergie depuis que je suis abonnée à Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville. J'ai énormément d'énergie. Donc, ma motivation se multiplie aussi à continuer. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Puis Isabelle McNichol, la propriétaire d'Iron Body Fit de Saint-Bruno de Montarville, vous offre un 15 minutes d'essai gratuit justement pour que vous puissiez constater les résultats dont je vous parle en ce moment. Donc, si l'expérience de 15 minutes chez Iron Body Fit Saint-Bruno de Montarville vous intéresse et que vous voulez faire l'essai pour constater vous aussi les résultats sur votre corps, je vous invite fortement à téléphoner au 438-410-4230, puis vous allez tomber sur des gens extraordinaires, dont probablement Isabelle qui prendra bien soin de vous. Retournons maintenant à l'épisode. On arrive au bal. Ouais. Raconte-nous un peu
qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même, comme je disais tantôt, un moment grave, important. Ouais. Là. J'ai toujours été assez low-key dans mon secondaire. Tu sais, j'ai pas fait de spectacle, puis j'ai pas fait de tu sais, j'étais assez à mon affaire. Tu sais, j'étais un petit studieux. Tu sais, j'avais des amis, puis moi, on était un peu nerd, puis j'écoutais Star Trek, puis tu sais, j'étais bien confortable avec ça. Puis moi, j'ai toujours été un fan d'Elvis. Aucun rapport, mais tu vas voir où je m'en viens. Il y avait comme un spectacle de fin d'année qui se donnait, puis un de mes amis qui, lui, était beaucoup plus artistique, puis il disait « Ah, OK, on pourrait faire telle affaire, on a des gens qui jouent de la musique, puis toi, tu voudrais-tu faire un show d'Elvis? » Fait que je me rappelle, on avait loué un suit, puis tout le kit, puis j'ai jamais chanté. Mais bref, on a eu du fun, puis c'était tellement hors personnage pour moi que les gens, soit les gens riaient de moi, ils ont ri, ils ont eu du fun, peu importe, mais ça a comme généré une réaction, puis j'ai vraiment aimé ça. T'sais. Là, j'ai comme le sentiment, j'étais le centre de l'attention de tout le monde, puis j'ai vraiment senti que les gens ont eu du fun. Fait on avance une couple de semaines, on arrive au bal, puis je fais un petit show en avant, fait que, je vais faire comme une chanson. Puis pour vrai, je chante vraiment mal. Là. Fait que ça devait pas être vraiment bon, mais encore une fois, puis là, au bal, mais tu bois, puis c'est comme permis, c'est supervision des profs, puis après ça, c'est l'après-balle. Puis l'après-balle, tout le monde arrivait avec son stock d'alcool, tu sais, puis j'ai bu vraiment comme un défoncé. Minimalement un 26 onces de Jack Daniels en 40 quelques minutes. Minimalement. Plus que ce que j'ai bu avant dans la soirée, puis peut-être au travers de ça, puis... je me rappelle, pas je me rappelle parce que je me rappelle pas vraiment, mais on m'a dit que j'étais assis dans un carré de sable. C'était au bord de l'eau, au bord du fleuve, à Saint-Sulpice, je pense. J'étais assis dans un carré de sable. Ça a l'air que je défendais férocement mon carré de sable. Ah. Puis je serais comme tombé en coma éthylique. Mm-hmm. Et là, quelqu'un a dit il y a un problème au cœur. Fait que là, le père de chez qui on était appelle l'ambulance, puis c'est tout à fait normal. L'ambulance vient me chercher. Puis moi, je me rappelle de rien. Là. La seule chose que je me rappelle, c'est je me réveille quand l'ambulance me débarque à l'hôpital, mes parents sont là. Tout ce que je trouve la force de dire, c'est « Maman, j'ai passé ma physique ou ma chimie. » C'est la seule chose qui m'a passé par la tête pour essayer de minimiser la situation, que je le sais que je vais manger un char de marde là, d'être là. Fait qu'après ça, je me retombe, puis je me réveille quelques heures après, puis c'est assez comique. L'infirmière qui s'occupait de moi, sa fille, était dans ma classe, fait qu'elle était à l'après-balle, fait que j'imagine qu'elle a eu comme plein d'idées au travers de ça, mais ça m'a pris 3 jours m'en remettre, vraiment, là, d'être capable d'enligner 2-3 mots convenablement, puis je me rappelle, puis je vais être reconnaissant de mon père pour ça, parce que le lendemain, il m'a forcé à aller voir mon boss. Je travaillais chez Bureau en gros dans le temps pour y expliquer que je ne peux pas rentrer travailler. Puis, écoute, tu sais, comme dans les films, là, la lunette de soleil, puis laisse-moi tranquille, puis je veux pas parler à personne. Puis, la honte. Vraiment la honte. Ouais. Puis, tu sais, c'était la première fois que j'en ai vraiment viré une, mais une solide. Là. Puis, tu sais, je me rappelle que mes parents n'étaient pas fiers de moi, mais... Je me mets aujourd'hui à moi en tant que parent, probablement que j'aurais fait ça pire encore. Ah oui. Parce que, tu sais, c'est comme, je peux pas concevoir que le premier party, gros party, tu te retrouves à l'hôpital, tu sais. Puis, même moi, étant comme fin secondaire, j'ai pas flashé que si c'est la première occasion que je suis publiquement dans un groupe, puis qu'on peut boire comme un peu comme on veut, que je me retrouve à l'hôpital. Tu sais, ça n'a pas fait de déclic dans ma tête de dire, OK, il y a probablement quelque chose de pas sain avec ta consommation. Encore là, il n'y avait pas cette prise de conscience-là. Non, non. Mais tu le voyais comment? Une erreur. OK. Tu sais, c'est comme, j'ai trop bu hier. Tu sais, c'est un peu comme beaucoup d'alcooliques, on a tendance à minimiser notre consommation, puis à dire, mettre ça sur le dos, c'est une erreur. Je l'ai échappé hier, je l'ai perdu. Ça à pas prendre conscience qu'il y a vraiment un problème. Oui. Tu n'as pas eu peur de mourir, tu n'as pas eu cette peur, non, t'as pas eu une peur. Non, j'ai juste pensé, shit, je vais manquer 3 jours d'ouvrage. Ah oui. Okay. J'ai pensé, OK, je vais perdre de l'argent. C'était vraiment plus ça mon... Puis là, après ça finit par devenir une anecdote, puis c'est drôle, puis... une valorisation encore d'humour avec la gang. Exactement, tu sais, parce que là, quand tout le monde se rend compte que t'es correct, t'es pas mort, tout va bien,
sais, un petit verre de Jack ou, tu sais, non merci. Tu sais, fait que à ton point, il y a une certaine valorisation de, tu peux ramener ça humoristiquement, là. Puis ça m'a pris quand même, ça fait pas tant longtemps que je saisis la gravité de ce moment-là, là. OK. Puis par la suite, comment ça s'est passé, là, après ton secondaire? Ouais. Ta relation à l'alcool a l'air de quoi? Là, tu disais qu'à 18 ans, tu as eu une blonde. Fait que là... j'ai... Ben, tu sais, le cégep arrive. Fait que là, au cégep, moi, j'allais au cégep à Montréal. J'ai tout le temps eu quand même une certaine facilité avec l'école. Fait que je m'étais fait des amis, puis des fois, on n'allait pas au cours, on allait dîner au restaurant, prendre un verre sur l'heure du dîner, un verre, 2 verres, 3 verres. Party de cégep, la bière est pas chère, puis de vraiment commencer à boire pas mal. Puis, tu sais, ma première blonde, c'est plus une fréquentation de 18 ans. Puis après ça, quand j'ai fini le cégep, je suis parti avec un de mes amis à Cuba. On est parti 2 semaines dans un hôtel miteux, pas cher, qui était de party. Puis là, la débauche a commencé vraiment intensément pendant 2 semaines. Puis en revenant, tu sais, je me rappelle avoir une conversation avec mes parents qui me disaient là, tu viens de faire ta crise d'adolescence, tu sais, parce que j'avais tout le temps été un jeune quand même assez sage, là, tu sais, j'avais pas tant de scandales avant le bal. Puis j'ai commencé à sortir dans les bars quand je suis revenu de Cuba. Puis je me rappelle, un soir, je suis sorti au centre-ville. Des gars que j'avais rencontrés à Cuba m'ont ramené chez nous avec mon auto parce que j'étais trop fini. Tu sais, moi, j'étais le genre de gars qui buvait dans un bar à me rendre malade sur le trottoir. Là. Ah oui. Puis après ça, retourner en dedans. Fait que, tu sais, j'ai jamais pris une bière. Tu sais, j'ai jamais été capable de prendre une bière. Je disais, je vais aller prendre une bière. Ben, je prenais un pichet, j'en prenais un autre, puis après ça, des fois des shots, puis je sortais pas beaucoup comme tel, mais quand je sortais, tu sais, c'est comme... C'était toujours les excès. Exactement. Toujours aux excès. Exactement. Okay. Tu sais, je pouvais rester chez nous un soir, puis prendre une liqueur, puis c'est bien correct, mais si je commençais à boire, je buvais, tu sais. Puis il y a eu comme beaucoup ce type de soirée-là, puis je me rappelle, ce soir-là, quand ils m'ont ramené, mon père était assis dans les marches jusqu'à temps que j'arrive, puis il était 3h30 du matin. Il dit, va te coucher, on se parle demain. Le lendemain, je me rappelle pas du contenu de la conversation, mais je me rappelle, c'était pas le fun. Là. C'était vraiment pas le fun. Puis, encore une fois, j'ai pas tant saisi que j'avais un problème. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est comme, tu vois ça plus comme, bon... C'est l'âge, je m'amuse, je fais le party, c'est ça, tu sais, dans ma tête. Puis, on parlait de se comparer. Je comparais beaucoup à des gens de ma famille qui faisaient pire. Ah, je comprends. Ton repère, c'est ça. Exactement. Tu sais, moi, puis, je vais pas mettre personne sous le spot, là, mais il y avait des gens de ma famille que c'était pire. Tu sais, il y en a que c'était... il y en a que c'était de la drogue, il y en a que c'était d'autres choses. Puis, même des membres de ma famille propre que j'ai déjà vu comme partir en auto de police parce qu'ils avaient bu au volant, tu sais. Okay. Fait que c'était dans ma tête. Dans ma tête, moi, j'étais comme fier de m'être fait reconduire, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'était pas tant grave, mais je voyais pas je voyais pas que je cachais, dans le fond, un sentiment d'être incompris ou de... Pas d'être incompris, mais de me sentir seul peut-être, ou que j'étais donc content d'avoir des gens avec qui je pensais avoir une bonne relation de party, puis d'avoir du fun. Puis, tu sais, j'avais des bons amis que des fois, on prenait des verres, puis c'était correct, mais tu sais, des fois, tu rencontres d'autres personnes, puis là, tu as l'impression de vouloir faire partie de la gang, fait que tu suis tout le monde, puis étant excessif dans mes affaires, mais j'étais pas le style de gars, OK, 11h, faut que j'arrête de boire à 11h parce que je prends mon auto dans 1h30. Tu sais, moi, c'était jusqu'à la fin. T'es irresponsable dans tes comportements. Absolument. Absolument. Tu sais, avec le recul, je suis juste content que ce soit jamais rien arrivé des fois que j'ai pu prendre l'auto. Je suis juste content que il soit jamais rien arrivé à personne. Tu sais, ça aurait été un très grand regret de ma part. Puis, tu sais, je trouve ça irresponsable des gens qui font ça et je m'inclus là-dedans. Là. Mais la maladie, elle a cette emprise-là sur soi. C'est parce que tu perds tes repères puis tu perds ton raisonnement. Oui. Puis, tu sais, j'essaie d'expliquer ça à des gens ou quelqu'un qui se rend, mettons, à 3 bières, a la maturité de dire, tu
Tu sais, 3 bières, c'est fini. Ouais. Y a pas de problème. Moi, 3 bières, ça me faisait rien. Fait que rendu à 3 bières, mais tu te sens bien. Ah, je vais prendre un vodka Red Bull. Ou je vais prendre un verre de vin. Ou je vais prendre une autre bière. Puis là, il y a comme une bière de trop que là, tu perds tout sens de responsabilité. Puis là, tout est possible. Ouais. Le 737, pour ceux qui ont mon âge, qui ont été là, c'était une place qui en virait pas mal. Puis je me rappelle, il y avait des Russes, des fois, qui venaient, puis là, c'était descendait des bouteilles de vodka, puis OK. Tu sais, c'était pas... Je disais jamais non. Tu sais, puis c'était tout le temps, puis ça a longtemps été comme ça, malheureusement. Ça, t'es autour de quel âge, là, quand t'es rendu là? Vingtaine, début vingtaine. Dans les débuts vingtaine. Début vingtaine, puis j'avais arrêté l'école, ou je m'apprêtais à arrêter l'école. Moi, j'étudiais en finance. Puis, je travaillais dans ce temps-là pour Future Shop comme vendeur, à commission. Je faisais de l'argent. Mes meilleures journées, c'était les lendemains de veille parce que j'avais tellement mal à la tête que pour me concentrer à ne pas avoir mal à la tête, j'essayais de faire la meilleure job possible. Fait que j'allais voir les clients, puis j'essayais de m'occuper tout le temps pour pas que ça arrête de spinner. Parce que si je m'assoyais, j'allais être étourdi, j'allais pas bien me sentir. Fait qu'en même temps, tu commences à faire de l'argent, puis vendeur à la commission dans ces années-là, chez Future Shop, tu peux faire des très bons salaires. Fait que tu avais les moyens d'entretenir ton habitude de sortir le vendredi soir, parce que là, tu habites encore chez tes parents, tu fais de l'argent. Fait que tout va bien. Puis, au travers de ça, j'ai été promu. Bref, on m'a donné un poste de gestion dans une autre ville. OK. Fait qu'à Trois-Rivières. Fait que là, j'ai quitté mes parents, j'avais une blonde dans le temps, j'ai déménagé à Trois-Rivières. Ma blonde et moi, ça n'a pas marché, la distance. Fait que là, tu te retrouves littéralement tout seul. Pas dans une ville, pas avec des amis, juste avec des collègues de travail. Puis Trois-Rivières, c'est quand même une ville qui est festive. Fait que je te dirais que c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais un problème, mais que ça n'a pas fait changer mon comportement. Pourquoi? J'avais juste ça à faire. Je me sentais seul. Tu finissais de travailler. Tu travaillais quand même beaucoup dans la vente au détail. Fait que je finissais de travailler. J'arrivais à l'appartement que je louais. J'avais rien à faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas sur la rue principale au centre-ville de Trois-Rivières. Il y a juste ça des bars, mais tu fais tourner des bars. Puis tu essaies de rencontrer des gens au travers de ça. Avec plus ou moins de succès, mais tu bois. Si tu n'as pas de succès, tu bois. L'alcool est encore avantageux pour toi, de toute façon, absolument. Malgré les petites conséquences, je veux dire, les conséquences qui sont là. Oui, exactement. Puis, pendant que j'étais à Trois-Rivières, la première vraie conséquence qui aurait pu arriver n'est pas arrivée. J'étais responsable d'aller superviser le magasin. Il y avait des travaux de réparation. Je pense que c'était un samedi ou un dimanche soir, mais bref, c'était après les heures d'ouverture. Puis, il fallait que je sois là à 6h30. Moi, à 3h, je suis sur une terrasse. Puis, il faisait beau. Puis j'ai bu beaucoup. J'ai bu encore. 5h30 arrive. Ah, j'ai le temps pour... Même si j'arrive croche un peu, il n'y a personne au magasin, tu sais. Fait que c'est juste des ouvriers. Fait que 6h30 arrive. Je continue. Je suis très conscient qu'il faut que je sois au magasin, mais pas capable de prendre la décision d'y aller. Je suis arrivé au magasin probablement à 11h le soir. OK. Mais vraiment, puis j'étais paf, là. Ça s'est rendu à mon directeur, j'étais gérant des ventes. Mix de par qui on le remplace ou c'est un jeune, on va lui donner une chance, peu importe. J'ai pas perdu ma job. Je me rappelle pas avoir eu de conséquences dans mon dossier, mais c'est là la première fois que j'ai pris conscience de shit, ma consommation irresponsable d'alcool peut me donner comme des problèmes. Puis au travers de ça, je venais de vivre ma séparation avec ma blonde du temps. Fait que malheureusement, heureusement, du fait que j'ai eu une carrière, malheureusement, j'ai comme dit, mais tu vois, on peut s'en tirer pareil. Oui. Tu sais, fait que j'aurais dû avoir une conséquence, j'aurais pu avoir une conséquence, mais j'en ai pas eu. Tu sais, fait que j'ai pas arrêté de consommer. Là. À partir de quand tu as commencé, que tu as commencé à fréquenter la mère de tes enfants? Quand je suis reparti de ce magasin-là, Trois-Rivières, je suis revenu sur la Rive-Sud de Montréal. On s'est rencontrés au magasin où je travaillais là-bas. Je devais avoir 22, peut-être, 22 ans. On s'est fréquentés. Elle voulait que ça devienne un peu plus sérieux. J'étais comme pas prêt. Là. Fait que, tu
La blonde que j'ai vue avant, on avait été ensemble 2 ans. J'étais comme pas prêt à me réengager dans du sérieux. Ça impliquait de le dire à la compagnie, possiblement un changement de magasin. Je voulais pas. Fait que on s'est comme perdu de vue pendant 1 an et demi environ. 1 an et demi pendant lesquels j'ai continué à sortir, j'ai continué à boire beaucoup. Mais tu sais, c'était pas... à cette époque-là, je buvais pas tous les jours. Tu sais, c'était pas mal vendredi, samedi soir. Toujours avec abus. Ouais, toujours intense, mais tu sais, lundi, mardi, j'étais bien confortable de rester... Mais ça, c'est vraiment à double tranchant parce que ça te permet de te dire que tu es correct. Exactement. Fait que ça, c'est maudit. Puis, tu sais, parce que là, tu me parles dont tu n'étais pas prête avec ta blonde d'être dans le plus sérieux, mais puis à quel moment? Parce qu'on avait parlé un petit peu aussi en pré-entrevue qu'il y a quand même des troubles de santé mentale qui sont arrivés à un moment donné dans ta vie. Puis que la boisson, l'alcool a amplifié. Ça, est-ce que c'est toujours dans cette même période-là que ça a commencé tranquillement à apparaître? Ou, Non, c'est vraiment plus tard. J'ai tout le temps été quelqu'un de stressé dans la vie. Moi, je me disais, je suis responsable, je gère des gens, fait que j'ai tout le temps un certain niveau de stress. Je te dirais que c'est venu vraiment plus tard quand j'avais des enfants où là, la réalité de OK, si ça va pas bien au travail ou peu importe, ben, je peux perdre ma job. Si je perds ma job, comment ça va? Puis j'ai commencé à faire de l'anxiété. J'ai été diagnostiqué avec un trouble d'anxiété généralisé. Fait que tout ce qui se passait dans ma vie, je n'étais pas capable de voir rationnellement qu'est-ce qui pouvait probablement arriver. Je voyais juste le pire. OK. Fait que une mauvaise visite au magasin, je perdais ma job. J'aurais pas d'argent, on allait perdre la maison, on allait faire... Tout en l'espace de 2 secondes. Tout ça le temps des scénarios catastrophiques. Tout le temps catastrophique. Je vais me baigner à l'océan, c'est sûr que s'il y a un requin en dedans de 20 km, il va venir me manger. Fait que je me suis empêché de vraiment faire plein de choses. Puis au travers de ça, vraiment commencer à vivre du stress. Je commençais à être quand même malheureux dans l'emploi que j'occupais à ce moment-là. Mais j'étais tellement dans le sentiment de si j'en donne pas plus au travail, je vais perdre ma job. Si je perds ma job, ma famille va écoper. Fait que j'ai comme créé les conditions qui ont mené à ma séparation. OK. En travaillant trop, en prenant pas assez le temps qu'avec les gens qui étaient réellement importants pour moi, qui étaient ma blonde, mes enfants. Fait qu'on a fini par se séparer, puis ça a juste accéléré. Puis là, je suis comme tombé probablement en dépression non diagnostiquée, où je faisais de l'aveuglement. Puis je me disais, OK, ça va pas bien, mon couple est fini, mais regarde, j'ai de l'argent, je suis quand même en santé. Tu as le déni facile. Vraiment. Parce que de tout ce que tu me racontes depuis le début de ta vie, ben là, peut-être pas à 3 mois de vie, là, mais tu sais, il y a beaucoup de... C'est pas si pire que ça, je suis quand même encore capable, il y en a des pires, tu sais. Mais tu sais, c'est... Comment je peux dire ça? J'ai été habitué à pas me plaindre, ou du moins pas vraiment me plaindre. Oui. OK? Parce que la famille à mon père l'a pas eu facile, la famille à ma mère l'a pas eu facile. Ma grand-mère me disait souvent, j'étais une des premières femmes divorcées en Abitibi, j'élevais mes 3 filles tout seul. Elle me disait souvent, pour que ta mère aille à l'école, j'allais chercher des subventions dans les compagnies pour m'aider à payer. Fait que j'ai vraiment eu des modèles qui... La vie est tough. C'est pas facile, plains-toi pas. Fait que moi, la dépression, je croyais pas à ça. Je pensais que c'était les faibles qui étaient en dépression ou même, pour en dire plus, je pensais que c'était des fakers. Okay. Parce que tu peux pas être en dépression. Juste t'es pas content votant. Je pensais pas que c'est une vraie maladie. Tu pensais que c'était une excuse? Je pensais que c'est une excuse. Okay. Ah, regarde-les, l'autre est en dépression. Il est fatigué. Il prend pas soin de lui. Mais, dans ma tête, ça n'existait pas. Fait que inconsciemment, je dis, regarde, je fais le pas, mais je vais être fatigué, profite-en, prends des congés, essaie de sortir, vois du monde. Puis, au travers de cette séparation-là, j'ai fait beaucoup de déni, mais j'ai fait beaucoup de compensation. Là, j'étais un alcoolique qui se l'avouait pas, qui avait les moyens de sa dépendance. Quand j'étais dans les postes de direction, dans le détail, je faisais beaucoup d'argent. Fait que j'étais capable de me payer des voyages en Californie ou autre qui coûtaient cher. J'étais capable de me payer des bonnes bouteilles de scotch. J'étais capable de sortir dans des bons restaurants.
Puis j'aime même pas ça, aller dans les restaurants, mais tu sais, ça faisait partie. Tu sais, je sortais avec quelqu'un, j'amenais du monde, Ouais. tu sais, je profitais, puis je me créais une illusion de « Hey, ça va bien », tu sais. Puis je voyais mes enfants en garde partagée, fait que quand mes enfants étaient avec moi, ben, j'essayais du mieux possible d'être à mon affaire, d'essayer d'être le plus présent possible, parce que j'ai pas tout le temps fait une bonne job. Puis quand ils n'étaient pas là, ben c'était... je sortais, puis j'essayais de m'occuper parce que je voulais pas être tout seul. Tu sais, j'acceptais comme pas... Autant je me disais que j'acceptais d'être tout seul, autant je l'acceptais pas réellement. Tu sais, j'étais pas bien d'être tout seul chez moi un samedi soir. Tu sais, je comprenais pas pourquoi. Puis avec le recul, je suis très conscient que j'ai créé tout ça, mais c'était vraiment du déni. Là, tu sais, c'est parce que je revenais au même point de c'est pas vrai que moi, je fais une dépression. Ça Ouais. n'existe pas. Tu sais, j'ai grandi dans une industrie qui reconnaît la performance et le travail et que tu es récompensé par de l'argent. Tu sais, on avait des bons salaires de base, on avait des excellents bonus, mais tu étais reconnu au travers de ça. On était tout le temps ranké, on était tout le temps comparé à d'autres magasins, à d'autres vendeurs, puis c'est correct, c'est ça l'industrie. Mais moi, ça venait... J'avais du succès, fait que ça venait renflouer mon ego, fait qu'au travers de ça, je donnais encore plus, puis je poussais encore plus, et je créais plus de distance, et tout le stress que je pouvais vivre ou l'anxiété, ben, je commençais à le cacher avec l'alcool. Tu sais, avant que j'accepte d'être diagnostiqué puis de tomber en dépression, je n'étais pas encore venu avec la mère de mes enfants, mais je n'étais pas capable d'aller dormir le soir sans m'assommer avec l'alcool. OK. C'était à tous les soirs. C'était... puis j'ai fait l'erreur à un moment donné de découvrir du bon scotch, fait que ça finit par coûter cher, mais tous les soirs, c'était du rhum and coke diète même, pas de glace. Puis à tous les soirs, c'était ça. Puis à la fin, j'achetais volontairement des petites bouteilles de rhum, tu sais, des petits formats, parce que si j'en prenais une grande, je la finissais. Tu sais, c'était systématique. J'avais pas besoin d'alcool pour me lever le matin. Tu sais, je me levais le matin, puis même si je me levais magané, je prenais ma douche, puis j'étais au travail. Mais maudit que j'avais hâte d'arriver le soir en fin de journée. J'arrivais à la maison, je prenais une Heineken, c'était ça mon rituel. Je prenais une Heineken. Quand j'avais pas les enfants, je relaxais un peu, j'écoutais la télé, je faisais mes affaires. Si je fais des pâtes à soir, je vais prendre une bouteille de vin. Sinon, ben, tu sais, je vais tomber sur les drinks rum and coke parce que j'aimais le goût, puis j'aimais que ça calmait rapidement mon anxiété. Parce que dans mon dernier emploi dans la vente au détail, j'étais tellement stressé. C'était aussi dans le temps de la COVID. Fait que ça amène un peu plus d'isolement. Mm-hmm. Tu sais, je m'étais retrouvé à temporairement parce que le condo que je me faisais bâtir n'était pas prêt. J'habitais dans un demi-sous-sol à Drummondville. Fait que, pas Drummondville, excuse-moi, à Valleyfield. Puis je voyais pas beaucoup mes enfants. Fait que encore, j'étais encore plus tombé dans la consommation d'alcool parce que c'était la seule façon que je pouvais accepter d'être tout seul puis de pas vraiment avoir de monde. Fait qu'à tous les soirs, c'était ça. Quand j'étais en congé la semaine, ben à 11h, je regardais quand est-ce qu'il est 11h, 11h30, puis je commençais à prendre une Heineken. J'en prenais quelques-unes dans l'après-midi avant que les enfants reviennent. Je suis en congé, si j'avais les enfants. Puis après ça, j'essaie de me gérer pour être le plus présent possible pour eux. Mais il y a des moments où j'ai pas bien fait ça. Là. Fait que c'est comme si tu vis une double vie. Ben, t'essayes de vivre ta vie de parent puis de pas donner de mauvais exemple à tes enfants. Puis que quand tu as la chance, quand tu es seul, mais tu essaies de compenser ta tristesse, ton malheur par c'est quoi les moyens que tu connais qui vont t'aider à atténuer comment tu te sens. Moi, c'était l'alcool. J'ai toujours dit que je me compte très chanceux de jamais avoir essayé d'autres choses. Parce que si j'avais eu le malheur, disons, d'essayer de la coke et d'avoir aimé ça, je serais probablement plus là aujourd'hui. Oui. C'était sûr et certain. Puis pendant longtemps, boire était suffisant pour calmer mon anxiété. C'était suffisant pour me dire, OK, je suis correct, je vais être capable, je peux vivre à demain. Je voyais pas encore de mal à ça. T'sais. Puis quand je prenais la même sortie pour rentrer chez moi tous les soirs, à un moment donné, je commençais à dire, OK, la dépression, ça n'existe pas. Je sens que j'ai besoin d'un break. Comment je peux justifier de prendre une pause sans paraître faible? Puis j'ai longtemps cherché. Puis j'ai commencé à avoir un poteau, un lampadaire qui était dans la sortie. Puis je dis, je voulais pas mourir. Là, je voulais pas me tuer. Mais je me disais, OK, ça serait-tu possible de smasher mon auto?
J'avais déjà eu des accidents d'auto quand j'étais plus jeune, tout à fait legit. Puis, mais ça serait-tu possible de smasher mon auto? Pas de me tuer, mais de me blesser, peut-être, pour me permettre d'être en arrêt de maladie, mettons, 2-3 mois. C'était ma réflexion. Puis j'allais dans le... Puis c'était réfléchi, mon enfant. Parce que j'allais dans le navigateur sécurisé sur mon iPad pour pas que les enfants voient s'ils tombaient sur mon iPad. J'allais voir les crash tests sur YouTube, OK? Puis j'essaie de taper à quelle vitesse tu peux smasher un auto sans te blesser sérieusement. C'était ta solution pour te rétablir, pour essayer en tout cas de comme sortir de ma réalité. Tu sais, c'était vraiment ça. Tu sais, l'alcool, c'est un peu ça que tu essaies de faire. Ouais. Tu veux casser ta réalité. Puis moi, c'était comme ma réalité de OK, demain, il faut que j'aille travailler. Ça me tente pas. Je suis plus capable. Je suis à bout. J'adopte des mauvais comportements parce que là, je suis tellement stressé que je prends des décisions quand tu gères comme 200-300 personnes. Je prends des décisions pour que à peu près tout le monde m'aime parce que je suis pas capable de gérer avec de la déception, de la frustration en ce moment. Fait que ça, c'est la solution que je trouvais. Puis plusieurs soirs, je prenais la sortie puis je dis OK, c'est à soir. Je regardais ma vitesse, 52 km/h. Puis je donnais tout le temps un coup de volant à la fin parce que je me dis si jamais j'ai mal checké mes affaires. Si jamais je pogne pas le bon angle. Puis il m'arrive de quoi, ben je peux pas faire ça à mes enfants. C'est comme... cette idée-là Les enfants t'ont tenu en vie. Vraiment, absolument. Et puis encore aujourd'hui, un de mes regrets, c'est de quand ils étaient plus jeunes, de ne pas nécessairement avoir été à la hauteur de ce que j'aurais voulu que mes enfants aient comme peur par moment. Puis, bref, à toutes les fois, je donne un coup de volant, demain, ça repart. T'sais. Puis, à mon magasin, une journée, je me rappelle plus le contexte, j'ai juste éclaté. Hein. Trop de stress, l'anxiété. Tu sais que tu as pris des décisions qui sont pas nécessairement corporate, mais que tu pensais faire le bien des gens. Puis là, tu sais que ça va finir par te rattraper, puis j'ai juste éclaté. Mais vraiment éclaté. Je me suis mis à pleurer tout seul dans mon bureau, plus capable. J'ai appelé un membre de l'équipe, j'ai dit, je sais pas ce que j'ai. Je suis vraiment non fonctionnel. Je suis sorti par la porte d'entrepôt, je me rappelle bien. Puis je suis parti, je suis venu à la maison, j'ai appelé mon médecin, j'ai dit, j'ai besoin d'aide. J'avais consulté au travers de ma séparation en psychologie comme pour essayer de vivre avec le fait. Puis même à ma psychologue, j'avais caché comment je compensais, parce que j'étais rendu à un point où je savais le jugement que les autres pouvaient porter, mais j'avais besoin de ça. T'sais? Puis je le disais pas à mes parents, je le disais pas. Quand j'étais en public, quand j'étais en public avec des gens que je connais, j'essayais de me gérer, puis compenser après ça quand j'arrivais à la maison ou autre. Puis là, j'appelais mon médecin, j'ai besoin d'aide. Fait que mon médecin m'a signé un arrêt de travail, bien évidemment. Puis c'est là que j'ai accepté que, OK, tu sais, mon cerveau a lâché, mon corps lâche, je suis plus capable. Puis ça, c'est arrivé mois d'octobre. Puis 2020, ma première arrêt de travail. Puis le prochain mois et demi, j'ai bu comme rarement des gens pu boire dans ma vie. Je buvais toute la journée. Parce que je n'étais pas capable de décrocher du travail. Okay. Même malgré ça, je n'étais pas capable de décrocher du travail. Il y avait du jugement de toi envers toi. Jugement de moi envers moi. Là, j'essaie de repasser toutes les mauvaises décisions que j'ai faites dans mon travail qui vont me péter d'en face quand je vais revenir. Parce que je savais que j'avais fait des affaires pas correctes. Puis pas correctes comme illégales, mais tu sais, que j'avais pris des décisions à l'encontre des certains standards de la compagnie parce que je voulais avantager. Admettons, on avait de la difficulté de recruter, fait que j'offrais des salaires peut-être plus gros, des choses comme ça. Puis je pelletais le problème en avant. Puis j'ai consommé beaucoup d'alcool juste pour m'aider à décrocher, puis j'étais pas capable. Puis au mois de décembre, quand on discutait, est-ce qu'on revient ensemble, moi, peur. Ça, faudrait éditer la date faudrait mettre un bleep sur la date. Mais au mois de décembre, c'était passé une situation où on discutait est-ce qu'on revient ensemble ou non. Puis encore une fois, faire de vin de trop, peu importe, chicane s'ensuit. Puis je suis rentré chez moi frustré, j'ai bu encore plus. Puis c'est là que j'ai dit OK, faut que je fasse de quoi. Il faut vraiment que je fasse de quoi parce que je peux pas continuer comme ça.
c'est comme je commençais réellement à prendre conscience de je suis pas bien là-dedans, puis je suis en train de me tuer tranquillement de mon corps intérieurement. Puis le lendemain, j'ai dit, OK, aujourd'hui, j'arrête de boire, tu sais, puis toute la journée, le shake, le stress, puis je vais-tu être capable, je vais-tu être pas capable. Puis là, je commence à me verser un verre, je dis, OK, non, tant que j'ai de l'alcool dans la maison, je suis fait. J'ai pris photo de toutes mes bouteilles. J'ai mis ça sur Marketplace. J'ai dit, c'est gratuit. Venez les chercher maintenant. Puis j'en avais pour un bon montant d'argent. J'ai dit, venez les chercher maintenant, c'est gratuit. Là, mes anciennes voisines ont vu le post. Elle a dit, t'es-tu sérieux? Je dis, ouais, viens les chercher là. Une demi-heure après, elle était là. Elle prend mes bouteilles. Elle m'a donné 50$ parce qu'elle sentait mal. Puis je dis, OK, merci, va-t'en. Puis là, j'ai rappelé mon médecin. Mon médecin m'a donné du Xanax qui aide à mettre ton cerveau un peu plus au ralenti. À pas te casser la tête, à pas te stresser. J'ai oublié le temps, je pense que c'est un anti-oxylytique ou oxylique, quelque chose comme ça. Puis avec ça, j'ai été capable de compenser l'alcool et de décrocher pour la première fois du travail puis d'oublier les problèmes. Puis j'ai passé 2 semaines à juste écouter la télé, coucher sur le divan. Quand les enfants étaient là, j'étais un peu plus énergique, mais vraiment à dire, OK, là, je commence le chemin vers ma guérison puis à me rendre compte que vraiment j'avais un problème. C'est vraiment là. C'est quand j'ai arrêté d'en prendre que j'ai vu que j'avais un problème. Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça en arrêtant? Les idées deviennent plus claires. OK. Les idées deviennent plus claires, puis tu regardes, tu commences à regarder. Comme j'étais à la maison toute la journée, j'avais rien à faire, fait que je regardais la télé. Après ça, tu fais, mettons, ta comptabilité, puis tu regardes en un mois combien d'argent tu dépenses. Puis après ça, tu as le temps vu que tu es seul avec toi-même, puis que tu as les idées claires, j'ai commencé à regarder, OK, la dernière année, quel genre de père j'ai été. Quel genre de coparent j'ai été. C'est quoi les comportements que j'ai eus. Tu as fait un bilan, là. Tu fais vraiment le bilan, comme tes impôts, puis tu regardes, puis tu dis, shit. Puis, pas longtemps après mon arrêt de travail, c'est là où j'ai vu l'impact que je me suis donné sur ma santé. Tout le temps que j'ai consommé de l'alcool, j'avais pas vraiment de problème de santé. Le cholestérol était correct, fonction rénale, foie, tout est beau. Quand j'ai arrêté de boire, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Mon foie commençait à moins bien fonctionner, j'ai commencé à avoir du gras dans le foie, puis le médecin m'expliquait que quand tu consommes de l'alcool, ben ton foie produit plus d'enzymes, ou je sais pas trop, pour absorber puis digérer ça, puis il est comme tout le temps en overdrive. Oui. Fait qu'il compense ou il camoufle d'autres problèmes de santé. Puis quand t'arrêtes, mais là, ton foie retourne à des fonctions plus normales, puis là, tout le reste en sort. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, là, je commence à essayer de me mettre en forme, prendre du poids, puis commencer à essayer de réparer les torts que tu as causés, que ce soit envers toi-même, envers ta famille. Puis, on parlait tantôt d'acceptation. C'est quand j'annonçais à mes parents que je tombais en arrêt de maladie. J'ai pas eu c'était pas le discours de « on comprend, c'est important, prends soin de toi ». C'était plus « ah, c'est-tu le dis ». Oui, il y avait le tabou de ça. C'est leur génération. Puis je leur en veux pas, c'est la génération, mais même ça était stressant. Fait qu'après ça, tu commences à expliquer pourquoi. Puis encore aujourd'hui, des fois, dans les soupers de famille, tu veux-tu un verre? Pas mes parents, mais des gens que je côtoie moins. Puis, non, tu bois pas. Fait que là, encore dans l'explication. Mais ça a été, c'est un long processus. Puis, ce que les gens oublient souvent, c'est que t'es pas un ancien alcoolique. Oui. T'es un alcoolique. Sauf que tu bois plus. En rétablissement. En rétablissement, exactement. En rétablissement perpétuel. Exact. Puis, en commençant à aller mieux, mais le gène que tu as de la dépendance ou de l'intensité, tu l'as encore. Fait que si c'est pas sur l'alcool, tu vas trouver d'autres choses. Tu sais, dans mon cas, je suis tombé sur de la liqueur, fait que c'est pas mal moins pire. Mais... C'est encore drôle avec l'aspartame. Ouais, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Je fais du déni. Je veux pas te faire peur. Non, je fais du déni, je l'assume. Mais c'est... Tu peux facilement tomber dans d'autres choses. Oui, bien, justement, excuse-moi, mais parce que tu m'en as parlé, puis je vais être sûre qu'on y va. Ouais. Toi, t'as eu aussi t'as flirté avec le jeu. Oui, absolument. Ça, je trouve ça important de le dire parce que, tu sais, la personnalité du dépendant, c'est que même si tu enlèves ta drogue de choix qui est l'alcool, comme tu dis, Pepsi ou Coke ou peu importe, mais dans les faits... Tu vas remplacer par d'autres choses. Tu peux
starter d'autres types de dépendance Absolument. parce que tu restes un dépendant qui aime ça. Absolument. Fait que comment ça s'est... Qu'est-ce que ça a été ton alerte par rapport au jeu, toi? Dans quel contexte? T'as switché ou... Non, j'ai pas switché. J'ai jamais été un gambler parce que je buvais. Tu sais, j'allais chercher mon thrill ou calmer mon anxiété en buvant. J'ai été comme 2 fois peut-être au casino dans ma vie. Puis... Mais je suis quelqu'un d'intense. Tu sais, si je commence une série télé, moi, la binge-watcher, s'il y a 2 ou 3 saisons, m'a faire ça en 3 jours, 4 jours, je vais moins dormir. J'ai toujours été comme ça. Puis, comme je te dis, j'ai jamais été vraiment un gambler, mais dernièrement, j'ai été en voyage avec mon fils voir du football aux États-Unis, puis on est allé à Vegas, puis tu sais, à Vegas, évidemment, il y a des casinos dans tous les hôtels, tu sais, fait que tu pars, je dis, OK, c'est pas grave, je vais pas jouer, tu sais, je suis avec mon gars, il est jeune, fait qu'on fait nos affaires, on va à la championnat, je dis, regarde, je vais prendre 100$ pour le fun. Je laisse la carte de crédit en haut, mon gars faisait des affaires, c'est parfait, je vais aller en bas, 100$. Je vais au blackjack parce que dans ma folie, je me dis que je vais aller au moins où j'ai une chance de gagner. Je vais pas aller les machines à sous, tu sais. Fait que j'ai 18% de chance de gagner. En tout cas, au blackjack, tu as comme 37% de chance de perdre, 37% de chance de gagner, puis comme la différence, c'est pile ou face entre les deux. Quand tu es dépendant, tu n'as aucune chance. Dans les dépendants, Mais aucune bref, chance. continue. Fait que je joue, je transforme mon 100 en 200, en 300 total. Je sors, hey, je suis content, j'ai fait 300$. J'aurais dû arrêter ça là. Mais là, après ça, on va faire des achats avec mon fils, puis il me restait 40$. Bon, je retourne. Puis là, je refais encore un 200$. Fait que là, dans ma tête, je commence à créer je suis infaillible. Ouais. Peu importe ce que je vais faire, je vais toujours faire de l'argent. Quelques semaines plus tard, on a un voyage de travail, puis on s'en va dans un club avec beaucoup de monde, puis bref... quand les gens commencent à boire, moi, maintenant, je deviens un peu mal à l'aise quand les gens boivent un peu plus. Puis je juge pas les gens parce que les gens font le party qu'ils veulent. Mais moi, je suis parti plus tôt pour aller dire, tu sais, je vais aller au casino, tu sais, j'ai 100$, je vais aller mettre 100$. Je refais encore de l'argent. Fait que là, ma confiance, mon ego est démesuré, puis je me dis, j'ai une technique infaillible, je vais toujours faire de l'argent au casino. 2 jours après, j'y retourne, je perds tout. Tu sais, puis c'est... Là, c'était quand même assez récent comme expérience, mais là, j'ai reflashé vraiment que, OK, la mer, même si je le sais qu'au quotidien, je vais mieux, je bois pas, j'ai pas tant l'intention de boire. C'est arrivé une fois où j'ai vraiment eu envie d'en reprendre, mais en général, ça va bien. Mais la prochaine dépendance, c'est juste à côté. Exact. Elle va t'attendre un moment que tu le sais pas. Puis, tu sais, maintenant, ma vie va bien. J'ai mes enfants, ça va bien. Avec ma blonde, ça va bien. Tu es retourné parce que tu ne l'as pas. Oui, non, c'est ça. Tu es retourné avec elle. Je suis retourné avec la mère de mes enfants. Ça va faire 2 ans maintenant. Ça va super bien. On a des beaux projets. Je me compte chanceux d'avoir quelqu'un d'aussi extraordinaire qui a accepté le cheminement que j'ai fait puis qui m'a appuyé là-dedans. Puis je me suis jamais vraiment senti jugé. Puis je suis super reconnaissant. Puis, tu sais, ma vie va super bien. Je peux pas demander plus. Puis ça, je pense que c'est un message qui est important de donner. C'est pas parce que tu vas pas bien, que tu touches le bas fond ou que tu as de la misère qu'il n'y a pas d'avenue meilleure possible. Exact, tout à fait. Des fois, on peut voir dans les documentaires à la télé, ça va juste mal, mais il y a un réel avenir pour que ça aille bien. Il y a plein d'histoires comme ça. Le problème, c'est quand ça commence à bien aller, tu oublies que ça peut mal aller. C'est ça le danger. Puis, moi, ça a vraiment été un déclencheur pas insignifiant, mais que je m'attendais pas, que du jour au lendemain, bang, ça va pas bien, tu sais. Oui. Puis là, je fais « wow! » OK, tu sais, ça aurait pu être... si j'avais été... Mettons que j'aurais eu une rechute ce journée-là, puis j'avais pris une coupe de verre, là, ça aurait pu me coûter une fortune. Ben, j'aurais pas eu de faim, tu sais, parce que ça reste que c'est toujours dans ma personnalité. Oui. Puis il y avait une série, je sais pas si tu as déjà écouté ça, de West Wing. Non. Puis j'ai repensé à ça suite à notre pré-entrevue. Dans cette série-là, ça a été une série classique. Le gars qui fait le vice-président des États-Unis, tu finis par apprendre qu'il y a comme une salle de AA à la Maison-Blanche pour les gens des services secrets qui ont des problèmes d'alcool. Puis le président, il demande, je savais pas que tu avais un problème d'alcool. Il dit, quand est-ce que tu as bu la dernière fois? Il dit, au secondaire. Il dit, mais j'ai su que j'avais un problème. Dès que j'ai trop aimé ça, puis j'ai arrêté là. Je sais que c'est scripté, puis tout le kit, mais je pense que c'est important d'essayer, dans la mesure du possible, de prendre conscience qu'on a peut-être un problème dès le départ. Puis encore aujourd'hui, je vois des gens qui parlent
le mois sans alcool, ça va être tough. Ça va être long. Je sais pas comment tu fais, tu sais. Mais si puis encore une fois, zéro jugement, mais si c'est le genre de réflexion que quelqu'un a, mais peut-être voir, peut-être que c'est un discours qui peut s'adresser à vous, tu sais. Exactement. Puis encore une fois, pas dans le jugement, là, tu sais, aujourd'hui, je bois pas, demain, j'espère pas boire. Puis, dis-moi donc, justement, notre entrevue se termine bientôt, mais qu'est-ce que tu fais justement pour te garder alerte? Parce que tu parlais tantôt de la possibilité de bifurquer, mettons, dans le jeu ou dans n'importe quel autre type de dépendance. Tu sais. Pour quelqu'un, parce que là, en ce moment, est-ce que dans ton rétablissement, justement, les réunions d'entraide font partie de ton rétablissement ou pas? Puis c'est pas obligé, là, c'est juste, je veux savoir. Quand j'ai commencé à être sobre, c'était dans le temps de la COVID, puis les réunions d'entraide, c'était par Zoom. Ah oui. Puis j'étais comme pas à l'aise vraiment. Tu sais, je trouvais... C'est drôle à dire, j'aurais mieux aimé être en avant de 25 personnes que de le faire par Zoom. Tu sais, j'étais comme pas confortable avec ça. Fait que j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai essayé de m'aider. J'essaie de compenser plus par le sport, par l'activité physique, le travail. Tu sais, ça, c'est sûr. Est-ce que tu doses avec le travail ou tu compulses aussi au niveau de la... Je compulse au niveau du travail. Oui, fait que le transfert aussi peut se faire là. Absolument. Tu sais, il y a des périodes où ça va être des 10-12 heures, puis intense, puis les soirs, puis les fins de semaine. Mais oui, je compense. Puis je l'assume, puis tu sais, je le verbalise aussi avec ma blonde. Tu sais, c'est comme... Ça fait partie de qui je suis. J'ai toujours travaillé beaucoup. Mais tu sais, là, oui, je compense une partie de mon côté intense par ça. Il y a des moments, par contre, c'est arrivé une fois où je vais à une situation difficile, puis je m'en allais à la SAC acheter une bouteille de vin pour un client. Puis en rentrant, j'ai vu une bouteille de scotch que j'affectionnais particulièrement dans le temps, puis je disais, me semble que ça serait bon. Tu sais, puis finalement, j'ai reviré de bord, j'ai été payé, puis je suis parti, tu sais. Mais on est à une seconde de prendre la décision, puis de rechuter, puis ce que je me suis dit à ce moment-là, puis c'est un peu là où je voulais en venir avec ta question, c'est j'essaie de regarder tout comment bien va ma vie maintenant avec cette décision-là que j'ai faite d'arrêter de boire, puis tout le bien que ça m'a ramené. Puis j'essaie de peser ça, toutes ces bonnes choses-là dans la balance contre qu'est-ce qu'une bière ou qu'est-ce qu'une virée peut m'apporter. Puis c'est tout le temps, la famille et tout va tout le temps passer avant. Mais au travers de ça, j'essaie des fois d'aider les gens. T'sais, récemment, je parlais avec quelqu'un qui a fait du bénévolat à la Maison Jean-Lapointe. Puis c'est le genre de choses que je veux probablement commencer à faire pour justement rester focusser dans les bons côtés de la sobriété. Te garder dans un mode de vie sain. Absolument. Ben, c'est pour ça que je te demandais si tu faisais des réunions d'entraide. C'était pas dans le sens où est-ce qu'il faut absolument, parce que je pense que les réunions d'entraide, ce sont des outils sans être une obligation. Hein? C'est un outil parmi tant d'autres. Mais justement, je voulais savoir, en dehors des meetings, justement, des réunions d'entraide, comment tu fais pour te rétablir? Fait que c'est juste... Je te dirais, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être transparent avec comment je suis puis avec ma dépendance. Je trouve que pour beaucoup de monde, c'est tabou. Tu veux pas en parler, tu veux le garder pour toi-même, puis le verbaliser. Surtout avec les gens avec qui tu passes plus de temps, c'est des points d'ancrage qui peuvent t'aider à rester dans le droit chemin. Si tu avais entendu ton témoignage dans le temps, est-ce que tu aurais... On ne sait pas l'avenir, on sait pas on veut pas retourner dans le passé, mais est-ce que tu penses que c'est le genre de discours que tu aurais aimé entendre? C'est sûr que oui. J'aurais aimé ça que quelqu'un comme moi qui a vécu ça m'aurait pogné par le collet le lendemain 2 jours après mon après-balle, parce que le lendemain, je pense que je l'aurais pas écouté, mais il m'aurait essayé de me dire, hey, voici ce qui peut t'arriver. Tu sais, comme un peu le Ghost of Christmas à Noël qui essaie de te montrer qu'est-ce que tu peux donner. J'aurais aimé ça. Je pense pas qu'il faut avoir de regrets dans la vie, parce que, tu sais, aujourd'hui, j'ai un couple beaucoup plus fort que probablement j'aurais eu avant, parce que ça m'a tellement amené à avancer de tomber dans la sobriété que je pense être une personne meilleure pour ma blonde, meilleure pour mes enfants, meilleure pour moi-même au travers de tout ça. Mais juste le fait d'en parler, puis de ne pas le cacher. Tu sais, encore malheureusement, souvent les gens, mais pourquoi tu bois pas? Il y a encore un jugement ah, mais t'as-tu un problème? Ben, oui, j'ai un problème, puis c'est correct. Oui. On va pas demander à un asthmatique de s'excuser parce qu'il fait de l'asthme.
on devrait pas demander à quelqu'un qui a un problème de consommation de s'excuser d'avoir un problème de consommation. On devrait juste l'aider, tu sais. Oui. Merci, Daniel, pour Merci, pour d'avoir accepté déjà de t'ouvrir, parce qu'il y a du monde qui vont te visualiser là, sur les écrans, n'est-ce pas? Je vais y penser demain. mais c'est sûr que une des raisons pour laquelle je suis contente que tu aies accepté, c'est parce que, je finis là-dessus, mais c'est parce que ton parcours, il est atypique de ce qu'on entend régulièrement dans des témoignages de gens qui ont des... C'est-à-dire que tu n'as pas eu d'abus, tu n'as pas eu... Tu sais, des fois, on va penser que la maladie de la dépendance va se développer avec des traumas, des trucs comme ça. Puis toi, ben tu sais, tu as comme eu un air d'aller pendant un bout, mais toujours relié à difficulté avec les émotions. Un petit peu de difficulté avec l'affirmation de soi aussi. Hein? Dire non, c'est pas facile. Tu sais, tu l'as pas nommé, mais je l'ai interprété. T'as raison. Fait que tout ton parcours qui peut sembler quand même monsieur, madame, tout le monde et tout ça, à quel point tu as eu des moments graves dans ta vie que l'alcool là où l'alcool t'a amené. Tu sais, fait que je trouvais ça important que ton témoignage soit entendu, tu sais, pour aider monsieur, madame, tout le monde qui est chez eux, qui vit peut-être de l'anxiété, qui lui aussi pense que sa valeur est reliée à l'argent, à la job. Tu sais, bref, je suis vraiment contente que tu aies accepté. Merci, t'es vraiment gentil. Merci de donner un médium à toutes les gens que ça peut aider. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Que vous cherchiez à perdre du poids, à raffermir votre peau, à réduire la cellulite, à retrouver un tonus musculaire ou à augmenter votre endurance, Iron Body Fit Saint-Bruno se consacre aux objectifs de chacun de ses membres. Dans une ambiance à la fois chaleureuse et dynamique, nous proposons un entraînement simple et efficace, sans impact sur les articulations. Nos coachs qualifiés vous accompagneront dans la réalisation de vos objectifs et vous pousseront à chaque séance pour tirer le meilleur de vous-même. Un suivi toutes les 6 semaines avec la technologie VizBody nous permettra de vous guider efficacement. Venez profiter d'un essai gratuit et sans engagement au studio Iron Body Fit de Saint-Bruno, situé au 1314 rue Roberval, Saint-Bruno de Montarville. Tout peut changer. Changez votre vie avec Iron Body Fit de Saint-Bruno.